Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info sur Canal 10 Télévision qui débute sans plus tarder avec Info 10. Nous sommes le jeudi 1er septembre 2022 et vous le savez, le groupe Total n'applique pas la réduction de 20 centimes d'euros sur les carburants ici en Guadeloupe, contrairement à la France hexagonale. Les 3 séances de négociation entre syndicats, distributeurs et le pétrolier n'ont visiblement abouti à rien. Selon les salariés de la filière, la baisse des prix entraînera de facto une baisse des rémunérations, une situation qui n'est pas acceptable. On fait le point avec Luc Rubens, secrétaire de l'UTPP-UGTG. Évidemment, là, nous avons annoncé ça au mois de juillet, ça a interpellé nous, nous syndicats STPPG, syndicat des travailleurs des produits pétroliers, nous semblons et de manière à ce que nous comprenions ce qui a passé. Et c'est de là qu'effectivement, nous sommes conviés à des réunions pendant 3 séances à ces métiers et nous débattre, nous discuter, nous expliquer position, nous, représentants des salariés, d'autres acteurs de la branche qui étaient présents. Et au bout des 3 séances de réunion, effectivement, Total proposait nous de refaire un retour à ces positions nous, puisque nous rendons compte que c'est une situation qui était catastrophique pour la Guadeloupe, sachant que nous avons donc pour y administrer et encadrer, on y emploi, on y nombre de familles qui travaillent à l'itinéraire, donc il était impossible pour nous d'accepter en telle mesure. Oui, ça a eu un impact social, puisque on peut comprendre que nous voyons l'année pour nous organiser ce secteur-là. Là, on y a une convention qui est dedans, on y a tous les avantages que les salariés ont trouvé contre eux, on y a des prix qui administrés, qui cadrés. Pour nous, nous pas la France, donc c'est pas normal que nous acceptions une situation comme ça. Ou là où effectivement, si nous avons accepté, ça a causé nous en libération des prix pure et simple en département là. De toute façon, en bien fait comprendre que désormais, là, il y a effectivement des décisions comme ça à prendre et de la France. Il faut bien évidemment concerter les acteurs de la branche de manière à ce que nous voyons position nous et que nous parlions à d'autres solutions, puisque nous avons une optique de bien vouloir puis à carburant baisser en Guadeloupe. Et pour parler de cette baisse qui ne sera pas consentie finalement sur notre territoire, nous recevons Olivier Nicolas, premier secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste. Bonsoir Monsieur Nicolas. Bonsoir Harold. Bonsoir Alors, à la Guadeloupe. Comment expliquer finalement que cette baisse ne soit pas appliquée purement et simplement ici en Guadeloupe ? Écoutez, aujourd'hui on a été amené, moi en tout cas en tant que patron des socialistes de Guadeloupe, à m'étonner de la manière dont les choses sont présentées, parce que on dit on a l'impression qu'on ne nous dit pas tout, en fait, dans cette histoire. Oui, il y a des prix administrés en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, mais il y en a aussi à Mayotte, il y en a aussi à la Guyane. Et ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important, la baisse consentie par Total initialement va s'appliquer partout dans l'outre-mer, sauf en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Donc c'est pas le problème des prix administrés. On nous dit que des négociations ont eu lieu, n'ont pas abouti. Mais encore, faudrait nous dire pourquoi, qui n'était pas d'accord, qui a exprimé quelque chose. Il faut rappeler quand même que dans la formation des prix du carburant, il y a toute la segmentation des prix est prévue. Les décrets qui ont été pris en 2013, moi j'étais bien placé, j'étais au ministère des Outre-mer à cette époque, c'est des décrets qui ont été pris pour garantir et plafonner un certain nombre de marges d'intervenants, puisqu'on comprend qu'il y a quelqu'un qui fournit le pétrole, il y a des gens qui le raffinent, il y en a d'autres qui l'emmènent, qui le transportent, ensuite il y en a d'autres qui le stockent, et puis il y a des détaillants qui le vendent, et puis il y a des consommateurs qui consomment. Donc il faut bien comprendre qu'à chaque étape, dans un prix administré, dans un prix de monopole comme nous sommes aujourd'hui, chaque intervenant a sa marge garantie. Et dans cette affaire de baisse de Total, la marge n'allait pas être mise en cause du tout. C'est au niveau du prix de gros que le pétrolier décidait de baisser de 20 centimes d'euros, et c'est comme il l'a fait d'ailleurs dans l'Hexagone. Et donc, quelque part, personne n'était menacé. Par contre, ce qu'on devrait nous dire, et c'est un peu ce que dit Luc Rubens, mais il ne le dit pas complètement en clarté, puisqu'il dit que c'est le prix administré. Non, le prix administré n'y est pour rien. C'est qu'il y allait avoir, pour la première fois en Guadeloupe, une concurrence entre des stations qui auraient eu la baisse, les stations Total, et les stations qui ne sont pas du groupe Total et qui, elles, auraient eu le carburant plus cher. La libération du marché dont il parlait. Ça aurait duré le temps que dure la remise Total, qui est une remise exceptionnelle. Elle va durer, je crois, jusqu'à la fin novembre. Ensuite, elle doit être baissée pour durer jusqu'à la fin décembre. Donc, pendant 3
mois, oui, on aurait goûté à quelque chose que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire le fait que les carburants peuvent être moins chers d'une station à l'autre. C'est ce qui se passe dans l'Hexagone. Alors là où on est tous d'accord, c'est que comme il y a une situation de monopole, les prix sont administrés, mais je rappelle, et c'est important de le savoir, parce que j'ai lu beaucoup de choses fausses à ce sujet, les prix qui sont donnés par la préfecture tous les mois, c'est des prix maximum. Ça veut dire que même hors dehors de cette problématique de baisse, de remise totale, les distributeurs pourraient tout à fait le faire. Plus bas. Par contre, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des emplois à défendre. OK. Il y a, il a dit, des avantages, etc. Pas de problème. On est sur une logique où, quelque part, on demande aux consommateurs de payer un système, de le cautionner par le fait d'accepter qu'il n'y ait pas de prix concurrentiel. Et accepter ça, c'est accepter de payer l'essence un peu plus cher. C'est ça la réalité. Mais encore une fois, ça doit être fait dans un choix consenti. On doit être éclairé sur ce que nous faisons. Est-ce que nous garantissons des emplois? Si oui, combien? En 2014, on s'était engagé, je me souviens, dans les négociations, à ce qu'il y ait 1 000 d'emplois garantis, puisque dans nos stations, il y a des pompistes. Est-ce que ces 1000 emplois existent encore? Est-ce qu'on est encore à 1000 emplois? Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on consent à quelque part financer un système, mais il faudrait qu'on sache exactement si ce système, on est tous gagnants. Est-ce que l'emploi est garanti? Est-ce qu'il est protégé? Quelque part, il faut que ce choix de société que nous faisons puisse déjà être renouvelé de temps en temps, qu'on nous dise si on est d'accord. Et là, moi, je constate une chose, c'est qu'on est dans une situation très difficile quand même. Les gens souffrent de pouvoir d'achat qui sont, avec tous les prix qui augmentent, 20 centimes sur l'essence, je rappelle quand même, sur un plein de 50 litres. Mais en plus de la baisse qui est en cours, ça aurait été quand même un prix très moi, avantageux. j'ai fait mon plein aujourd'hui, 1,68 €. Avec la baisse totale, ça aurait fait 1,48 €. Je peux vous dire que sur un plein de 50 litres, c'est 12 €. Et si vous faites 4 points dans le mois, c'est 50 €. Pour quelqu'un qui est au SMIC ou quelqu'un qui est au RSA, je peux vous assurer que c'est une vraie différence. Encore une fois, ce serait bien que, quand on prend ce genre de décision, qu'on éclaire les citoyens. Et là, en l'occurrence, ils ne sont pas éclairés. Ils ont l'impression juste qu'on a refusé une baisse, que ça arrange certaines personnes. En gros, les gens se sont entendus pour que nous, on n'ait pas la baisse. Il faudrait être plus transparent que ça. On a entendu justement parler de ces 1000 emplois qui sont revenus sur la table. Je propose aux téléspectateurs de regarder justement ce tweet de Victorin Lurel qui nous dit que Total renonce finalement à appliquer sa baisse de 20 centimes dans les Outre-mer pour apparemment préserver l'emploi et l'équilibre social. Lui dit que finalement c'est Total donc qui aurait renoncé à ces 20 centimes. Oui, écoutez, c'est ce qu'on nous invite à comprendre. Mais en réalité, Total a appliqué sa baisse à peu près partout, sauf chez nous, sauf en Martinique, sauf à La Réunion. Donc je repose encore une fois la question, pourquoi la Guyane, qui est dans le même système de prix administré, va réussir à avoir, apparemment ce serait partiel, ce ne sera pas forcément les 20 centimes, ou ce ne sera pas forcément dans toutes les stations Total, mais quand même, ils ont réussi à le faire. Qu'est-ce qui a chopé chez nous? Pourquoi on nous dit juste des négociations ont échoué? Ah bon? Et qui décide dans ce pays? Qui décide que finalement, nous, consommateurs, nous allons nous asseoir sur une baisse qui était quelque part promise? Et je vais vous dire quelque chose. Nous, les socialistes, depuis plusieurs mois, on se bat pour une taxe sur les super-profits. On pourrait dire d'ailleurs que les pétroliers qui ne pourraient pas suivre la baisse de Total, je pense qu'ils font des profits eux aussi. Ils pourraient très bien la suivre quelque part, ne serait-ce que dans nos territoires à la limite. Si c'était une négociation, peut-être chacun aurait pu profiter pour y faire son geste. C'est la raison pour laquelle nous étions pour une taxe sur les super-profits. Parce que quand vous laissez justement une entreprise décider à la place de la taxe sur les super-profits, quelque part, elle va faire un geste. Alors là, vous voyez, elle fait un geste, mais elle fait le geste pas partout. Et puis, il suffit que ça dérange quelques intérêts, et finalement, on n'a pas la baisse. Donc, moi, je trouve que sur le plan de l'égalité républicaine, sur le principe de l'égalité de tous, on va avoir une baisse consentie par un pétrolier dans tous les territoires, sauf dans 3. Non, franchement, moi, je trouve que c'est choquant. Est-ce qu'il y a un recours éventuellement ? Mais il ne semble pas y avoir de recours. On a un communiqué qui nous dit, voilà, c'est fin de la partie, sifflez, pendant 3 mois, vous paierez votre carburant 20 centimes de plus. Parce que la réalité, c'est celle-là. C'est que pendant 3 mois, on va payer notre carburant 20 centimes de plus que partout ailleurs. Écoutez, si ça, on l'accepte, moi, encore une fois, je vous le dis, l'idée n'est pas de braquer qui que ce soit contre qui que ce soit. L'idée, c'est simplement de dire... éclairons le débat, que chacun comprenne pourquoi cette baisse ne s'applique pas chez nous. Voilà.
Et selon le Parti socialiste, qu'est-ce qui serait la meilleure option pour les mois, les années à venir? Une libéralisation finalement du marché et la fin de ce monopole, ou le maintien de ce monopole et donc réguler des prix plafonnés et tout le monde effectivement vend au maximum? Globalement, on a longuement expertisé les choses. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3-4 mois, alors que les prix commençaient à flamber, que le Parti socialiste, d'ailleurs, était un des rares partis politiques à régulièrement interpeller le gouvernement sur cette hausse continue des prix des carburants qui pénalisait les ménages, on nous a sorti qu'on allait faire une énième étude, une analyse des prix et de la formation des prix par le gouvernement. On nous a annoncé ça pour juin. Regardez, on est au mois d'août, début septembre, on n'a toujours rien. Mais parce que globalement, les données du problème sont connues. Nous, dans notre territoire, compte tenu de l'étroitesse du marché, des difficultés d'approvisionnement, on a fait le choix du monopole. Le monopole, encore une fois, ça a des avantages et des inconvénients. Et encore une fois, on accepte, en tant que consommateur, en tant que contribuable, quelque part, de financer cela. Mais il faut qu'on s'y retrouve. Et il faut surtout Parce que les avantages ne sont pas pour le consommateur, concrètement. Non, mais le distributeur a sa marge qui est... Luc Rubens le dit très bien. On a tous des gens qu'on connaît, c'est des familles, on est sur un petit territoire. Donc évidemment, l'idée de voir 700, 800, 1000 emplois, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui combien d'emplois sont garantis dans les stations par ce système-là, on ne peut pas comme ça se dire c'est pas grave. C'est quand même important d'avoir des centaines d'emplois. On a des pompistes chez nous. Bon, il y a quelques stations qui fonctionnent avec de moins en moins de pompistes. Je le vois en tant que consommateur. Mais encore une fois, mettons-nous d'accord et surtout débattons ensemble. Le problème en Guadeloupe, c'est qu'on débat plus de rien. Vous voyez, cette affaire de carburant, j'ai presque le sentiment que si on n'avait pas râlé, nous les socialistes, personne n'aurait rien dit. La région est inaudible sur le sujet, et je vous le dis de manière très claire, toutes les collectivités ont quasiment fait un geste dans l'outre-mer. La Réunion a fait un geste sur la bouteille de gaz, sur la question de l'essence. Je constate que chez nous, en fait, non, on préfère travailler sur des exonérations ciblées, très bien. Mais la réalité, c'est que tout le monde souffre. Nous, tout cas pas fait, nous, tout cas pas gaz avec ça. Donc, clairement, aujourd'hui, le principal sujet, c'est de se dire, débattons ensemble, mettons les choses sur la table. Je ne pense pas qu'il faille aller vers la libéralisation. Même si on pourrait se dire que là... Le marché est trop petit, trop étroit. Mais oui, et puis on voit bien sur un petit territoire comme le nôtre, et je pense que c'est ça qui posait problème aux pompistes et aux gérants de stations-service, c'est que pendant 3 mois, vous auriez eu des stations où l'essence aurait été 20 centimes d'euros moins cher. Il est probable, connaissant tous notre situation financière un peu difficile, qu'il y aurait eu clairement pendant 3 mois ce risque-là de voir des gens aller que dans les stations Total. Mais dans l'Hexagone, encore une fois, on a trouvé un système. La disparité de prix ne les gêne pas tant que ça. Pas plus que ça. Oui, moi je vois parfois dans l'Hexagone, quand je me déplace, il y a 2 stations, l'une en face de l'autre. Parfois, il y a 10 centimes d'écart entre les deux. Bon, voilà. Encore une fois, mettons-nous bien d'accord. Consentons un certain nombre de sacrifices, mais soyons éclairés, soyons tous d'accord pour dire oui, on est d'accord pour faire tout ça. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que dans cette injustice qui va être faite, eh bien, les gens ont besoin d'être éclairés et surtout qu'on leur raconte pas d'histoire en leur disant c'est parce que c'est des prix administrés. J'ai même entendu dire parce que c'est le décret Lurel, on essaie de lui faire porter ce chapeau-là. Encore une fois, il a le dos large, mais il faut pas pousser. Ça n'est pas vrai. Les prix administrés n'empêchent pas à Mayotte, en Guyane, que la remise s'applique. Donc ce ne sont pas les prix administrés qui sont en cause. Voilà, il faut être très clair, que les Guadeloupéens le comprennent. C'est un choix qui nous est imposé. Nous demandons simplement que ce choix soit un peu plus démocratique, un peu plus éclairant pour les citoyens, que les citoyens soient au courant de ce qu'ils font et pourquoi ils payent. Et là, en l'occurrence, on va leur faire payer un système, mais qu'ils soient au courant de ça et qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, mais au moins qu'il y ait un débat entre nous. En tout cas, je pense que les téléspectateurs retiendront qu'il y avait possibilité d'avoir cette réduction de 20 centimes en supplément. Et donc, on aurait pu payer l'essence à moins d'1,50 € finalement pour les 3 prochains mois, ce qui ne sera pas le cas. Et on est vraiment un cas particulier, puisque vous nous le dites, il n'y a que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion qui sont concernés par cette exonération de réduction finalement. Mais la Guyane, par exemple, elle peut bénéficier effectivement de ces 20 centimes. Merci beaucoup Olivier Nicolas, je le rappelle, premier secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste, d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci encore.
Et ce matin, les collégiens de Guadeloupe ont effectué leur rentrée, l'occasion pour le rectorat et le département de présenter les nouveaux projets pédagogiques et les travaux à réaliser. Le président souhaite changer la dénomination, par exemple, des salles de classe avec des marqueurs identitaires, comme c'est le cas au collège Fleurette-Morand. Olivier Félix s'y est rendu. Le reportage. Qui s'annonce bien. Il y a évidemment toujours des ajustements en fonction du nombre d'élèves qui arrivent effectivement, d'enseignants qui parfois sont malades à la rentrée. C'est comme chaque année, mais en fait c'est une rentrée qui se déroule dans de très bonnes conditions. Nous avons eu l'occasion donc de faire le point avec l'ensemble des services. Comme je disais, c'est 12 millions qui seront consacrés pour l'ensemble des réparations, au-delà donc des investissements pour les normes sismiques et autres qui se feront au cours d'année, mais au mois de juillet et août. Et puis, je ferai une rencontre avec l'ensemble des principaux pour voir si tout est conforme à nos engagements. Avec les parents d'élèves, il y a une conférence de presse, puisqu'il y a un certain nombre de projets phares au-delà de l'entretien des préparations que nous faisons, comme vous savez, le jardin créole, mais également que le collège aussi puisse avoir donc, des marqueurs culturels et identitaires. Comme c'est déjà le cas dans le collège Fleurette-Morand, nous voulons que cette année, que les classes nous n'ayons pas 6e B ou 6e, mais que nous ayons 6e Ernest Pépin, par exemple, ou des salles, que nous ayons une salle Guy Tyrolien, ou des marqueurs identitaires ou culturels en ce sens. Donc j'aurai l'occasion donc, de faire part à la rectrice de cette volonté, et bien sûr avec la commission éducation donc, du département. Il faut, au-delà de l'éducation traditionnelle, habituelle, il faut que les collèges soient aussi un lieu où nos enfants puissent se retrouver culturellement et donner tout le sens à leur appartenance guadeloupéenne. Ce matin, effectivement, à Michino pour le premier degré. J'étais avec Gerville Réache pour fêter la rentrée solennelle des classes prépa. Je suis là au collège Pita et ensuite je vais au lycée professionnel du Charmois. Plus je peux échanger avec les équipes, plus c'est intéressant aussi pour moi de m'inspirer aussi pour la politique de l'académie de ce que j'entends. On est tous ravis. D'ailleurs, je vois le sourire de chacun. Pouvoir se retrouver sans contraintes sanitaires est une grande chance, ce qui n'exclut pas qu'on fasse quand même tous attention pour les périodes à venir. Et parlons, bref, de la déception pour la communauté scolaire de l'école Agénor Beaugendre à Caféières-DS. Les enfants ont dû faire leur rentrée debout, faute de chaises et de mobilier. Franchement, ça s'est pas très bien passé ce matin. Et les négociations entre salariés et direction de la crèche des Petites Lumières à Trois-Rivières se soldent par une sortie de conflit. Dès demain, l'établissement accueillera les tout-petits, d'ailleurs avec un service restreint, mais d'ici vendredi, tout reprendra son cours. Le reportage d'Olivier Félix. Ce qui ressort de la réunion d'aujourd'hui, suite au mouvement de grève du personnel, c'est qu'en fait, nous avons réussi à la réouverture du dialogue avec le personnel, parce que le personnel était resté sur, on va dire, l'ancien mode de fonctionnement de la crèche. Et à partir de là, elles ont entendu que pour la nomination, puisque ça posait problème de la nouvelle directrice générale, elles ont compris que nous avons respecté la législation. Et voilà, donc les explications ont été faites et données, et preuve à l'appui. Et elles nous ont fait part de toutes leurs revendications dont nous avons eu connaissance aujourd'hui. Et la majorité des revendications qu'elles avaient, suite à notre réunion du 22 juin, où j'avais personnellement précisé qu'elles allaient être traitées et réglées, sont traitées pour certaines et les autres sont en cours de traitement puisqu'il s'agit de, on va dire, de commandes faites et nous dépendons forcément des fournisseurs. Donc l'équipe a été rassurée sur ces points et à partir de là, le mouvement de grève est pour notre part terminé. La grève va réouvrir demain jeudi avec un service minimum. Et à partir de vendredi, la réouverture de la crèche se fera avec un accueil normal. Nous avons convenu un accord pour une reprise pour demain. Une reprise un accueil restreint, comme on dit, pour les parents quand même qui ont le plus besoin. Parce qu'on a aussi des collègues malheureusement qui sont en congé maladie, et ce qui fait que ça fait quand même un manque de personnel. Donc on a quand même convenu un accord pour qu'on puisse reprendre la crèche demain. Les problèmes au niveau de la gestion ont été réglés, surtout le problème financier. C'est clair que l'ancienne directrice générale, Madame Legrave et moi-même, nous avions comme sentiment de laisser la crèche dans une situation financière saine.
Donc nous avons fait appel à tous les leviers qui se sont montrés à nous pour obtenir des subventions. Et nous les avons toutes obtenues, ces subventions, ce qui fait que maintenant, grâce à Madame Legrave et à son travail, la crèche va pouvoir perdurer, les emplois sont assurés et que maintenant on se retrouve dans une situation financière stable. Nous avons eu des preuves aussi qu'il y aura du matériel pédagogique qui doit rentrer. Il y aura tout ce qu'il faut normalement pour accueillir les enfants de bonnes conditions. Malheureusement, nous ne savons pas quand est-ce, puisque les fournisseurs ne l'ont pas encore emmené, mais on reste sur une bienveillance et on se dit que ça va arriver. Et 24 jeunes apprentis intègrent la région Guadeloupe pour cette nouvelle année scolaire. De quoi gonfler les rangs des étudiants en alternance au sein de la collectivité. Le reportage d'Olivier Félix. Il y a quelque temps que j'ai lancé un appel aux collectivités de manière à prendre des jeunes en apprentissage. La première année, et je crois que c'est l'État qui finance, et la deuxième année, la région accompagne. Donc nous l'avons fait aujourd'hui pour pouvoir impulser cette dynamique, pour que les collectivités communes, PCI puissent effectivement donner leur chance à des jeunes. Il y a des collectivités qui ne pourront prendre qu'un ou deux ou trois, mais il y a celles qui pourront prendre aussi une dizaine. Donc si on fait ce ratio, je pense qu'on peut trouver plus de 300 contrats d'apprentissage pour que les jeunes Guadeloupéens puissent poursuivre leur cursus scolaire. Donc pour nous aujourd'hui, c'était une trentaine que nous avons pris. Vu qu'il faut des tuteurs, vu qu'il faut des bureaux, donc tout ça c'est un aménagement à mettre en place et surtout que nous avons encore une bonne centaine de jeunes, je le dis, une bonne centaine de jeunes en stage, 3 mois chez nous, des doctorants, des jeunes qui sortent de Paris, que j'accepte parce que pour moi la formation, c'est une chose bénéfique pour le jeune, mais importante pour la Guadeloupe. Donc c'est une fierté pour moi du travail réalisé par le service de M. Daromé, il faut le dire, Mme Lectus, pour ces 30 jeunes. C'est une opportunité pour ces jeunes et nous, en tant que CFA et organisme de formation, nous avons orienté un certain nombre de jeunes qui nous ont contactés pour cette session, pour d'autres sessions, de manière à rentrer en contact avec la région Guadeloupe, qui a ensuite contacté donc ces jeunes et donc qui a eu des entretiens avec ces jeunes de manière à en retenir un certain nombre. C'est le travail du CNFPT de faire la promotion de l'apprentissage et de faire en sorte que les apprentis soient bien accueillis. Et depuis 2022, janvier 2022, il y a eu une réforme de l'apprentissage permettant au CNFPT de prendre 100% des prises en charge pédagogiques. C'est le cas, donc la partie pédagogique relève d'une prise en charge du CNFPT et toute la partie salariale, c'est la collectivité qui est l'employeur du jeune. Et donc, il me semble que il faut que d'autres collectivités, il y a trop peu de collectivités qui sont des employeurs potentiels des jeunes apprentis. Et là, il faut qu'on puisse mettre l'acte à la parole, c'est faire en sorte que, pour que nos jeunes puissent rester sur le territoire, après un BTS, après une licence, et parce que les centres de formation existent. Et donc, si d'autres collectivités, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a l'offre dans les centres de formation, et les jeunes ne trouvent pas toujours un employeur. Donc, dans la fonction publique territoriale, on a une fonction publique territoriale vieillissante, donc il y a un renouvellement à faire. Donc, si on peut avoir des jeunes Guadeloupéens ou jeunes Guadeloupéennes formés, ayant fait par exemple une première année, une deuxième année, voire une troisième année au sein d'une collectivité, c'est une possibilité après le concours, après en contractuel, d'être embauché dans la collectivité. Je pense que c'est un peu la volonté du président de région et de prendre ces 25 jeunes au niveau de la collectivité. Oui, on a pris une délibération pour renouveler ça chaque année, pour permettre à ces jeunes qui recherchent un stage de pouvoir le faire. Et il faut rappeler que nous avons reçu plus de 510 candidatures. Il y a une présélection téléphonique de 162. Ensuite, 80 ont été auditionnés par une équipe au niveau de la région où il n'y avait aucun élu, que les techniciens, pour vraiment donner sa chance à chaque jeune qui avait déposé une demande. Donc, on va renouveler cette opération et je le dis, je souhaite que les collectivités feront ce geste en direction des jeunes. Ça rentre dans le cadre du plan Action Jeunesse que nous avons mis en place et on fera tout pour permettre à ces jeunes d'aller très loin car c'est vraiment ce qu'on dit quand on parle d'avenir de la jeunesse. La jeunesse de demain, ce sont des actions comme ce que nous avons fait aujourd'hui. Et à l'occasion de la rentrée scolaire, le maire de Petit-Bourg a effectué une visite des établissements de la ville. Le reste en images. C'est un exercice très plaisant puisqu'il s'agit pour nous à la fois de saluer nos parents d'élèves, de saluer nos enfants qui prennent plaisir aussi effectivement à rencontrer le maire de la ville, mais c'est aussi pour nous l'occasion de faire le point sur les qualités d'accueil
des différentes écoles. Donc nous faisons ce parcours-là puisque effectivement la semaine dernière nous sommes revenus avec nos agents des services techniques et ainsi que la direction des affaires scolaires et nous nous assurons de l'évolution des travaux. Alors effectivement il va manquer quelques petites choses mais qui seront assurées pendant les semaines qui arrivent. C'est un partenariat. Donc c'est toujours rassurant de les avoir et de mettre aussi des visages sur des noms. Et ce sont des personnes avec qui on va travailler toute l'année, que ce soit au niveau des travaux, de l'organisation, de l'éducation des enfants. Donc c'est toujours très important. C'est important, l'école est essentielle dans la société. Nous avons tous à remercier nos enseignants qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est convaincu de cela, on doit tout faire pour que l'enseignement, la scolarité de nos enfants soit assurée. Comme je leur ai dit tout à l'heure, après 2 ans de difficultés, après 2 ans d'années scolaires entrecoupées avec une pédagogie difficilement transmise, on espère cette année qu'à la fois les conditions matérielles, les conditions d'accueil, et puis que les situations sociales aussi évoluent, et il m'appartient aussi d'assurer justement une paisibilité au sein des écoles de petits bourgs et faire de sorte que toutes les conditions soient réunies. Alors bien sûr, tout cela ne va pas dépendre que de ma volonté. Il y a aussi un contexte guadeloupéen qui est celui que nous connaissons, mais maintenant, tout un chacun doit pouvoir contribuer à l'apaisement et faire de sorte que nos enfants ne souffrent pas tant de nos difficultés d'adultes. Et on se rend maintenant à la ville du Lamentin qui lance son mois de l'insertion. À la ville de Lamentin, nous avons vraiment à cœur de pouvoir accompagner au mieux toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi. Et c'est pourquoi ce mois de septembre a été dédié totalement à ce public. On s'est rendu compte qu'il faut aussi préparer les gens à aller chercher un emploi. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un d'aller se présenter et demander un emploi. Il y a une posture à avoir, il y a une façon de s'habiller, de se présenter, il y a une façon de parler, il y a une façon de se vendre, comme on dit dans le langage. Donc nous allons former pendant 1 mois les demandeurs d'emploi à mieux se préparer pour aller chercher un emploi. Tout au long du mois, pratiquement tous les jeudis, il y aura une action. Notamment, on a démarré ce jeudi avec une matinée de coaching, de motivation. Aujourd'hui, nous travaillons avec un coach qui est M. Casimir. Il viendra plusieurs fois rencontrer divers publics. Nous allons travailler aussi avec les centres de formation, travailler aussi avec le Pôle emploi, avec la mission locale, avec le RSMA. Nous avons à cœur d'avoir ce côté de proximité vis-à-vis du public qui est en recherche d'emploi ou qui est en démarche de création d'entreprise, de pouvoir leur amener toutes les informations nécessaires pour pouvoir arriver et atteindre surtout leur objectif. Donc tout ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir arriver à favoriser l'insertion professionnelle du public, nous voulons le faire. On a toujours dit qu'il faut, sous diverses formes, diverses manières, accompagner les publics qui sont en recherche d'emploi. Donc souvent, on pense qu'accompagner quelqu'un, c'est tout de suite lui donner un emploi. La mairie donne des emplois, mais la mairie ne peut pas donner des emplois à tout le monde. On crée l'emploi aussi à travers les activités que nous mettons en place, puisqu'on crée l'emploi à travers l'insertion, puisque nous avons développé beaucoup d'emplois chez nous en matière d'insertion, avec les associations d'insertion, les services aux personnes âgées, les services aux personnes qui sont isolées, etc. On a fait ça. Avec des jeunes aussi sur l'environnement, on a fait ça. Mais il y a des diplômés, il y a des gens qui peuvent penser avoir des emplois qui sont quand même des emplois d'un certain niveau, mais on ne vous apprend pas à l'école à aller chercher un emploi. Et puis la création d'entreprise aussi, on ne vous apprend pas ça à l'école. On vous forme pour que vous puissiez exercer un emploi. On ne vous apprend pas la posture qu'il faut avoir pour aller décrocher un emploi, ni la démarche qu'il faut avoir. Et là, nous sommes en train de former les gens à cela. Et avant de se quitter, notez cette bonne nouvelle. Le comité régional informe les marins-pêcheurs professionnels de l'ouverture de la pêche au lambi. Ce sera du 1er octobre au 30 novembre prochain. Normalement, si tout se passe bien, en tout cas, on va pouvoir les savourer. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une information importante, des négociations ont eu lieu effectivement entre les distributeurs, les stations-service, les salariés et effectivement Total. Vous le savez, la remise de 20 centimes d'euros sur les carburants ne sera pas appliquée ici en Guadeloupe. Pour le PS, c'est un petit peu une arnaque quand même qu'on est en train de subir, a priori d'ailleurs. En tout cas, merci à vous
pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, bien la suite du programme. Et avant cela, je dis bonsoir rapidement, puisqu'on a pris un petit peu de retard sur le planning. Oh, et bien malheureusement, c'est sorti de l'application. Je ne sais même pas si je pourrais vous voir. Qui est-ce que je peux voir rapidement? Alors, on a Wilma Blondeau, on a Marie-Hélène Borès, on a Lina Wild, on a Maggie Delaney, bisous Maggie, on a Fabien Média 97+. Bonsoir, bonsoir à Viviane Coton, à Ghislaine Calif, à Joël Bazit, au général Franck Abar. Le général Franck Abar, si vous regardez ses commentaires, il est sans pitié en fait. Mais je crois que sur tous les domaines. Hein. J'adore. Bonsoir à Patricia Jacquet-Crétide. Bonsoir à Moïse Caramel. Bonsoir à Mouton Lucide. À Polo le rigolo. À Perle de Karukira. Bonsoir à Jimmy Gamagouvalia. J'espère que tu vas bien, Jimmy. Et bonsoir à Nadir Jamela ainsi qu'à Moïse Tézénas et à Tayanis. Bisous Tayan, j'espère que tu vas bien aussi. Bonsoir à Hibiscus Doré et à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais vous aussi sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve bientôt. Et le jeudi, vous savez qu'il y a un programme tout spécial le jeudi. Normalement, on revient la semaine prochaine. Un petit peu d'attente encore. Bisous, bisous tout le monde.